Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Sélectionner des entreprises pour faire des candidatures spontanées efficaces ». La candidature spontanée est une voie parallèle, mais qui peut tout à fait complémenter la réponse à un nombre d'actions, d'annonces, de recrutement mises en ligne par une entreprise recruteuse. Alors j'accueille pour ce module M. Jean-Christophe Écart. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes expert en évolution professionnelle et avant qu'on rentre vraiment dans le détail de chacune des parties, pourriez-vous nous dire quelle est la démarche générale pour bien cibler les entreprises auxquelles envoyer des candidatures spontanées? Alors, on va partir d'une certaine idée du marché du travail et de la recherche d'emploi, où on peut voir la situation comme un rapport de force qui serait favorable à l'entreprise qui recrute et au recruteur qui sélectionne, et moins favorable à la personne qui recherche un emploi, au candidat qui veut être recruté. On parle de marché du travail avec l'offre d'emploi et la demande d'emploi, et il y a un fondement factuel à ce rapport de force, ou en tout cas à l'idée qu'on ait un rapport de force bien tranché, c'est que effectivement, quand un recrutement est ouvert, il y a une entreprise qui décide d'embaucher et il y a un recruteur qui décide de qui va être embauché. Néanmoins, si on admet cette idée, si on reste sur ce point de vue, on va se laisser envahir par d'autres idées qui sont tout aussi fondées, c'est des points de vue respectables, mais qui vont parasiter un petit peu la démarche de recherche d'emploi. On va, par exemple, imaginer qu'on est soumis à la conjoncture économique, qu'on est soumis aux fluctuations du marché, aux aléas du marché du travail, au bon vouloir d'une entreprise, voire aux caprices d'un recruteur. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon, et surtout, c'est pas complètement vrai. Quand on parle de recrutement ouvert, on parle du marché ouvert, et c'est aujourd'hui un quart des embauches. En situation d'expansion, c'est la moitié des embauches. En situation de crise, un quart. Et ça veut dire qu'on se coupe de 75% d'opportunités. L'idée, c'est de prendre le marché du travail avec une demande de travail et une offre de travail. Et dans ce contexte, l'entreprise va acheter du travail et le demandeur d'emploi va vendre du service. Et à ce moment-là, on va imaginer qu'on va susciter l'embauche de la même façon qu'un vendeur va susciter l'achat de son produit. On est dans une logique active. Alors, c'est pas facile à faire, mais l'idée c'est qu'on reprend l'initiative et déjà, au moins, c'est bon pour le moral. Une recherche d'emploi, c'est une succession d'échecs pour une seule réussite, puisque tant qu'on n'a pas trouvé, on est en échec, et quand on a trouvé, on ne cherche plus. C'est un petit peu la même chose dans les films policiers pour l'enquête. Le détective se trompe toujours, quand il a le bon suspect, le film est fini. Les inventeurs aussi ratent des tas d'expériences avant de trouver le bon produit. Sauf que eux, ils ont une vraie motivation, ils sont poussés. Si on est dans l'idée qu'on est soumis à des environnements extérieurs, la motivation peut s'épuiser, et au final, quand on est dans un entretien décisif, la motivation, que ce soit explicite ou non, c'est un des critères essentiels qui est présent dans toutes les procédures d'embauche. Donc déjà, ça soigne la motivation. On a accès donc aux offres d'emploi du marché caché, puisqu'on va aller prospecter, on va aller susciter les besoins, les deviner, ou voire même les inventer ou les provoquer. Et puis, on va se donner accès à toutes les techniques d'efficacité professionnelle et de productivité qui sont possibles pour les personnes en activité. Alors on va aller au-delà des recherches d'emploi, en fait, des recherches d'emploi classiques. Alors, la difficulté, c'est que pour aller au-delà des recherches d'emploi classiques, on a besoin déjà d'avoir réglé tout ce qui a trait à la recherche d'emploi en elle-même, avec en amont tout ce qui a trait à l'orientation professionnelle, c'est-à-dire il faut avoir élaboré un projet. Élaborer un projet, ça veut dire connaître ses savoir-faire, connaître aussi les métiers et les entreprises, donc être capable de prendre de l'information là-dessus. Si on a à s'occuper que de son propre métier, c'est bien sûr pas incontournable. Mais il faut le faire. Il faut aussi avoir des argumentaires, des arguments pour faire valoir sa candidature. Ça, c'est le passage de ce que j'appelle l'orientation professionnelle à la recherche d'emploi. Donc on a le projet, il faut le vendre. Je vais employer très souvent la comparaison avec la vente parce que c'est un vrai parallèle. Quand on a des arguments, il faut les mettre en forme. Donc il faut rédiger un CV, il faut savoir rédiger un CV. Et une lettre de motivation. Alors si on fait le parallèle avec un commercial qui a un produit à vendre, il faut connaître son produit, il a l'argumentaire produit. Le CV, ça va être la plaquette.
Et la lettre de motivation, ça va être la réponse sur mesure aux besoins spécifiques, ça va être le devis. Voilà, il faut savoir faire tout ça. Quand on sait faire tout ça, si on reste dans la logique de rechercher un emploi de la même façon qu'un commercial gère sa relation client, il va falloir du réseau. On a besoin d'informations. Alors, avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, on arrive à avoir plein de contacts, mais il faut savoir les utiliser pour avoir une information pertinente. Hein. Le réseau, c'est ce qui va vous amener une information vivante, actuelle, sur les opportunités que peuvent donner telle entreprise. Donc ça s'entretient. Il faut aussi vérifier cette information qui vient du réseau, donc il faut être capable d'aller enquêter dans les entreprises. Et donc il faut être capable de contacter une entreprise par téléphone, ça c'est la base. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Hein. Alors c'est vrai que si je fais le parallèle avec un commercial qui gère sa relation client, tous ceux qui sont vendeurs ou commerciaux vont se sentir très à l'aise. Mais c'est une démarche qui est accessible à tous, c'est juste qu'on aura plus ou moins de facilité. Alors, avoir de l'information auprès d'une entreprise en la contactant par téléphone, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, comme toutes les techniques de recherche d'emploi. Il y a d'ailleurs certainement un module de formation sur ce thème. Il faut savoir se présenter de façon attrayante, passer les barrages, obtenir les bons interlocuteurs. Et quand on a tout ça, sinon on maîtrise du moins une certaine pratique, on peut s'engager dans la démarche. Alors on va reprendre après, effectivement, une fois qu'on a bien mis son projet en place, qu'on est vraiment prêt à y aller, un certain nombre d'étapes pour vraiment réussir à faire des candidatures spontanées efficaces. La première chose à faire, c'est, on ne va pas cibler toutes les entreprises, hein, on va avoir un certain nombre de critères de recherche. Premier critère qui me semble assez cohérent, la géographie. Il faut qu'on cherche en local, en régional, en national. Alors oui, bien sûr, hein, si on continue à comparer ce type de recherche d'emploi avec une action commerciale, le commercial il a son secteur géographique. C'est une question de bon sens. Si vous cherchez un emploi de serveur en restauration, il ne faut pas aller très loin sur un petit secteur, vous allez avoir énormément d'opportunités. Si vous avez un métier un petit peu plus pointu, il faudra sans doute envisager de vous déplacer. C'est vraiment une question de bon sens. Et il y a deux façons de voir les choses. Hein. Soit on ratisse large, mais on va perdre du temps. Soit on est trop restreint et on va perdre des opportunités. C'est quelque chose qui se définit avec la pratique. On s'engage dans la démarche et ensuite on voit si près de chez nous on a suffisamment d'opportunités. Sinon, on va chercher plus loin. D'accord. Et si à titre personnel, on a envie de déménager, de partir loin, est-ce qu'il vaut mieux partir loin avant de commencer à faire les candidatures ou faire les candidatures de peut-être, je sais pas, à 300 à 400 km? Alors, si vous écrivez avec une adresse loin du lieu de travail, ça va susciter des questions. Donc, mais là, on se place dans le cadre d'une recherche classique où on répond à une offre d'emploi et effectivement, on peut avoir un système de tri très, très bête mais très efficace pour réduire le nombre de candidatures. On va éloigner toutes les adresses qui sont trop loin. Là, il s'agit d'avoir une démarche active et donc on ne va pas écrire à une entreprise qui est à 400 km si on n'a pas une bonne raison. Et donc on peut le faire. Parce que si on en arrive à cibler cette entreprise qui est loin de chez nous, c'est qu'on a développé des arguments et qu'on a une véritable intention et quelque chose à dire. Et à ce moment-là, on peut être entendu et pas écarté systématiquement. D'accord. Alors, on a bien défini nos critères de recherche. Comment faire maintenant pour cibler les entreprises qui entrent dans ces critères de recherche? Est-ce qu'il y a des fichiers? Est-ce qu'il faut faire des recherches sur Internet? Alors, on a plusieurs façons de procéder, mais là aussi, ça va être assez naturel en fonction du métier. Hein. Donc, on a bien dit qu'on avait une connaissance de son métier, un projet bien et qu'on avait des arguments pour se mettre en valeur. On distingue classiquement trois types de situations. Vous avez un métier qui est en adéquation avec un secteur d'activité. Si vous êtes coiffeur, vous avez le salon de coiffure. Si vous êtes cuisinier, vous avez les restaurants. Ça marche aussi pour la mécanique et pour un tas de... Bon. À ce moment-là, vous saurez naturellement qui sont vos employeurs potentiels. Vous avez un deuxième cas qui est un petit peu plus délicat. Les commerciaux, par exemple. On a besoin de vendeurs et de commerciaux dans tous les secteurs d'activité. À ce moment-là, ce que je conseille, c'est de choisir en fonction de ses affinités personnelles et de ne pas aller vendre des roulements à billes si on aime les jouer, par exemple. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle les fonctions transversales. Tout ce qui est personnel administratif, agent d'accueil, on peut faire ça dans différentes entreprises. On va s'intéresser à ce moment-là, si on a l'embarras du choix, à d'autres critères. La taille de l'entreprise, les conditions de travail, et bien sûr le salaire, les avantages, etc. Le troisième cas de figure, c'est on a
un métier précis, mais on va l'exercer en marge du cœur de métier de l'entreprise. Le cas qu'on donne souvent, c'est jardinier pour une société d'autoroute, mais ça peut être aussi coiffeur pour le cinéma. Donc on peut choisir, mais la personne qui va être en situation de décaler son métier par rapport à un secteur d'activité précis, il sait pourquoi il le fait et il a une envie. Point important dans cette démarche, il faut suivre ses envies, hein. C'est un des intérêts aussi, hein. Je parlais de motivation au début. Donc ses envies personnelles, ses désirs sont à prendre en compte, justement, pour cibler. D'accord. Alors, les entreprises sont ciblées, on va donc candidater maintenant. Est-ce qu'on fait par courrier, par mail? Alors par courrier, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est facile, l'adresse postale, on l'a trop facilement. Par mail, comment peut-on faire pour trouver l'adresse de la bonne personne? Alors, il s'agit de présenter une candidature à une entreprise qui va l'accueillir avec bienveillance, avec intérêt. Donc il y a quand même un travail à faire en amont qui est d'avoir de l'information sur l'entreprise. Je peux vous donner un exemple d'un mécanicien qui était passionné de voitures japonaises et qui s'intéressait beaucoup à la marque Nissan et qui avait repéré dans son environnement proche une très grosse concession Nissan. Bon, il ne s'est pas posé de questions, il est allé directement sur cette entreprise-là. Et comme il avait beaucoup d'informations en amont, quand il a réussi à rencontrer le chef d'atelier, il a été convaincant. Alors l'information qu'il avait, c'était les garanties d'entretien, donc les besoins du garage, l'expansion des ventes, hein, c'était à la grande époque où les voitures japonaises commençaient à se vendre. Il avait repéré aussi que la marque allait lancer une voiture qui allait être très basse sur roue et que le garage allait manquer de fosses et de ponts. Et donc il avait mis en avant sa silhouette svelte. Ça fait rire, hein. Mais quand le chef d'atelier lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ?» Il a dit « Mais moi je passe sous la nouvelle Micra. » Et ça fait mouche. Oui. Alors c'est un exemple très abouti, hein. On ne peut pas conseiller à tout le monde de se concentrer sur une cible. Mais une bonne liste d'entreprises, c'est 10 éléments dans la liste, hein, parce que c'est beaucoup facile à gérer. Au minimum 2, parce que ça aussi c'est une question de motivation, il faut un plan A et un plan B. Le plan B servant souvent à tranquilliser sur le plan A et il ne rentre jamais en jeu. Et si vous en avez plus de 10, vous pouvez tailler dedans. Et à ce moment-là, tous les critères sont bons. Et donc, suivant ces activités, où on se déplace carrément, où on met un mail. Et la réception. Alors ça va dépendre effectivement du métier, hein. Vous avez des types d'entreprises où on pousse la porte. Le transport routier, la grande distribution, on rencontre le chef de rayon dans son rayon. Si vous voulez travailler dans la restauration aussi, hein, voilà. Alors, la restauration, bon exemple, vous ne poussez pas à la porte pendant le coup de feu. Oui. Voilà, hein, donc toutes les entreprises ont des pics d'activité, donc on peut se présenter spontanément, pousser la porte, tirer la sonnette. Encore une métaphore de commercial, hein. Ça se fait bien dans certains secteurs d'activité. Si vous voulez travailler dans des entreprises qui ont des bureaux fermés, vous aurez du mal à pousser la porte, on va vous demander pourquoi, il faut un rendez-vous, un badge, etc. Alors il faut au moins avoir identifié l'interlocuteur et savoir ce qu'on va lui proposer. Là j'ai un autre exemple, hein, c'est tout à fait une autre fonction, hein. C'était une jeune femme qui avait fait des études de marketing et qui s'était dit qu'elle voulait travailler pour la grande distribution. Et elle avait visé une enseigne en particulier et comme elle s'intéressait beaucoup à cette enseigne, elle avait appris qu'elle avait des projets de développement en Chine. Et elle avait dans son parcours, hein, des arguments intéressants pour ça. Et quand elle a envoyé sa candidature papier, elle a envoyé à la bonne personne, c'est-à-dire pas à un responsable des ressources humaines, mais à un opérationnel du marketing, qui a été sensible à l'argumentation qui collait avec l'actualité du projet de développement en Chine. Et donc elle a eu un stage qui ensuite a débouché sur un contrat. Ça, c'était toute la partie présentation de la candidature. Une fois que la candidature est présentée, est-ce qu'il faut relancer les gens par téléphone, y retourner peut-être? Comment faire pour avoir un rendez-vous où on pourra vraiment parler de son projet professionnel? Alors, tout dépend du profil, hein. Effectivement, dans un garage ou dans un restaurant, normalement, au premier contact, vous savez si vous êtes embauché ou pas et s'il faut changer de cible ou pas. Si vous visez un poste de cadre dans une grande organisation, eh bien je reviens à mon parallèle, c'est comme la vente. Si vous vendez un produit à très haute valeur ajoutée dans une grande organisation, vous avez l'acheteur en titre de la société. Donc pour nous, ce sera le DRH qui va faire l'embauche. Mais il faut voir toutes les personnes concernées. Donc
le contrôle de gestion, le service commercial, même si vous n'êtes pas dans le service commercial, l'opérationnel direct selon la fonction que vous voulez. Et en fait, il faut réseauter, il faut toucher toutes les personnes qui seront concernées par votre entrée dans l'organisation. Donc c'est quelque chose qui est difficile, mais plus c'est difficile, plus l'enjeu est important, et donc c'est toujours rentable. Et pour conclure cette formation donc sur la sélection des entreprises pour présenter des candidatures spontanées efficaces, je crois que vous avez quelques conseils pratiques pour nous. Oui, alors je le disais déjà, écouter ses envies, parce que ce qui va être déterminant, c'est sa propre motivation et son intérêt vraiment très précis. Quand on répond à des annonces à la va-vite, il y a toujours la question piège, c'est pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Dans cette démarche-là, on le sait en amont, et donc on vient avec des arguments précis. Il ne faut pas se faire violence et il ne faut pas se forcer à travailler dans un secteur qui ne nous plaît pas. Voilà. Ça, c'est le premier. Ensuite, il faut être persévérant. Si vous avez que 10 sociétés dans votre liste, 10 entreprises potentielles, épuisez les 10 avant de rajouter, avant de refaire une liste. N'abandonnez pas au premier refus. Voilà, il faut vraiment être persévérant. Parce que l'idée, c'est d'arriver au bon endroit au bon moment. Et je reprends l'exemple de ma jeune femme qui visait une fonction de marketing. Elle aurait pu attendre 2 ou 3 ans si le projet d'implantation avait été repoussé. Mon garagiste avec sa Nissan Micra, et si les voitures n'avaient pas été distribuées aussitôt, ça n'aurait pas marché. Donc il y a aussi, voilà. Il y a quelque chose que j'appelle l'effet corridor, enfin c'est pas de moi, c'est quand vous vous engagez dans une démarche, vous ne savez pas si la porte qui est au bout, elle va s'ouvrir, et vous ne savez pas si ce qui est derrière vous convient vraiment. Mais quand vous êtes engagé dans la démarche, vous vous apercevez inévitablement qu'il y a des opportunités sur la droite et sur la gauche. Et donc même si vous n'avez pas l'assurance que votre démarche va aboutir, le fait de vous engager va vous donner des potentialités. Monsieur Écart, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.